Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, meilleurs vœux à tous, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2680,5341 francs congolais. 1 euro équivaut à 2942,1890 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,4853 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 143,2032 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2750 francs congolais, 1 euro équivaut à 2757 francs congolais et 1 franc CFA vaut 3,9 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre coûte 8263,25 $ américains. Le coût de la tonne du cobalt est à 28 690 $ américains. L'once d'or est vendue à partir de 2024,54 $ américains. Le baril du pétrole revient à 71,28 $ américains. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 4162 $ américains. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une province potentiellement riche, mais elle peine à se développer. Il s'agit de la province du Haut-Ouélé. Comment expliquer cette réalité? On en parle avec notre invité. Il est gouverneur de la province du Haut-Ouélé, monsieur Christophe Bazenenanga. Bonjour. Bonjour. Pourquoi la province du Haut-Ouélé fait figure de parent pauvre malgré son potentiel économique? D'abord, je suis content parce que c'est quand même un privilège que l'année 2024, on s'intéresse à la province du Haut-Ouélé. J'en suis ravi et je réponds directement par la négative. Je nie que la province du Haut-Ouélé fait figure de parents pauvres. Il y a 5 ans, cette province, c'est à peine qu'on en parlait. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de connectivité de tous les territoires. Les 6 territoires n'étaient pas interconnectés. Il y a 5 ans, les avions à peine arrivaient ici 1 fois par mois. Il y a 5 ans, quelle que soit la présence, il y a plus de 20 ans, d'un seul investisseur sérieux qui est Kibali, il n'y en a pas eu d'autre. Il y a 5 ans, que quel que soit cet investisseur, les activités se sont concentrées autour de Kibali, grâce à la route que l'entreprise a pu, n'est-ce pas, entretenir pour les besoins de la cause, qui va seulement de sa mine vers la sortie à Aru, à la frontière avec l'Ouganda. Mais lorsque nous sommes venus, nous avions compris cela et nous avions fait des efforts très considérables qui nous distinguent aujourd'hui d'autres provinces et qui font même que nous devenions, n'est-ce pas, la plaque tournante parce que la guerre chez le voisin Ituri a coupé la RN4 et c'est grâce aujourd'hui aux routes d'interconnexion provinciale ainsi que d'intérêt provincial que la Grande Orientale a pu fonctionner jusqu'à l'Équateur. Parce que dernièrement, lorsque nous sommes allés à la conférence des gouverneurs, j'ai vu que les carburants qui étaient consommés en Bandaka transitaient par Isiro. C'est grâce aux routes d'Isiro. Et ni étaient les routes, dès que nous les avions travaillées pendant 5 ans, je ne sais pas si on parlerait encore d'une certaine économie ici. Alors, pour rebondir à votre question, retenez que le potentiel pour le convertir à richesse, il faut des initiatives. Et nous les avions mises en
pratique. Oui, mais votre province fait figure de parent pauvre parce que depuis que vous êtes là, le seul investisseur sérieux, comme vous le dites, c'est Kibali. Il n'y a pas d'autres investisseurs dans votre province. La critique avait toujours été aisée, mais là, elle est difficile. C'est comme aujourd'hui, je vais vous donner seulement un exemple. Si vous prenez l'ex-premier ministre Matata Ponyo, vous l'amenez devant le centre financier nouvellement construit, n'est-ce pas, devant le ministère des Affaires étrangères, vous lui posez la question s'il peut comparer l'immeuble dit intelligent du centre financier. Il va vous dire c'est l'immeuble intelligent qui est plus bon que l'autre. Donc c'est ça le grand problème. Or, si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, on ne peut pas dire que non, les gens n'ont rien fait. Et pour ma province, je suis convaincu que les efforts que le gouvernement provincial a entrepris ont donné les résultats escomptés. Mais les investisseurs ne viennent pas en grand nombre chez vous? Non. C'est d'abord faux dire que les investisseurs ne viennent pas, puisque ici on croit que l'investisseur suffit quelqu'un qui a la peau blanche. Non. On vient comptabiliser le nombre de véhicules, on vient comptabiliser le nombre de rotations d'avions qui arrivent, on vient voir combien de gens construisent alors qu'ils ne construisaient plus parce que le ciment était à, je ne sais pas, $50. J'en parle ici, je ne suis pas économiste, mais au moins les indices de développement ou les indices des efforts que nous avions faits qui déterminent, n'est-ce pas, la croissance, sont là tels que je suis en train de le dire. Les investisseurs viennent et ils viennent très nombreux. Mais au-delà des investisseurs, c'est d'abord les initiatives nouvelles du gouvernement provincial à pouvoir, n'est-ce pas, rendre attractif les activités commerciales en ouvrant des bases arrières comme ici à Isiro. Nous avions ouvert la route qui va vers Kisangani, une route alternative, non plus la même route qu'avant, qui a fait que les consommateurs de ces côtés-là, qui englobe la partie triangulaire, qui se retrouve entre les trois provinces, la province de la Chopo d'un côté, celle de l'Ituri et du Haut-Uélé. Cette partie triangulaire a ouvert un commerce qui fait qu'aujourd'hui à Isiro, on est autant de magasins, autant de camions, autant de marchandises qui sont consommées dans ces bases arrières. Parce que nous avions considéré que les activités, au fait, qui étaient à Ouacha, c'est parce qu'il y avait une base arrière de consommateurs qui était à Moku, à Wanga, à Tora, à Libombi, à Dungu, à Dada, tout ça. Donc, c'est grâce à ça. C'est ainsi que pour Isiro, nous en avions aussi créé ainsi, ce qui fait aujourd'hui que la province du Haut-Uélé, il y a une respiration économique qui ne dit pas son nom. Mais le secteur minier est essentiellement contrôlé par Kibali et pourtant votre province est riche en or un peu partout. Vous savez, l'industrie aurifère fonctionne à sa manière. Et l'industrie aurifère, c'est aussi une organisation. L'industrie aurifère, ce sont des levées de fonds, des montages de capitaux. Mais ici, qu'est-ce qu'on en a trouvé? On a trouvé d'abord que, les lois du pays, puisque nous tous nous sommes derrière les codes miniers, n'offrent pas tellement autant d'avantages qu'il fallait. Que l'État restera comme il est, en train d'accepter que les gens déclarent que non, il y a un cas de force majeure dans la province et on devait continuer à garder l'air permis. Je pense que le sérieux doit d'abord partir de ceux qui gèrent les mines. Et ceux qui gèrent les mines, c'est le gouvernement central. Et le gouvernement central, je n'accuse personne, devrait suivre à la lettre les prescrits, n'est-ce pas, du code minier de façon qu'il y ait moins de spéculateurs. Puisque les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, n'est-ce pas, des périmètres de carrés miniers où ils savent bien que non, ils sont incapables de les exploiter, mais ils les thésaurisent en attendant de spéculer que non, qu'il y ait un investisseur sérieux à qui les papiers qu'ils ont fait faire à un certain prix et maintenant, ils en ajoutent leur part et ils veulent être comme partenaires dans ces entreprises sans pour autant vraiment être à mesure de, n'est-ce pas, sortir les fonds nécessaires pour faire rouler les entreprises minières. Ça, c'est un premier blocage. Le deuxième blocage, c'était, comme je vous ai dit, l'accessibilité. Vous avez des carrés miniers où on ne sait pas accéder, il n'y a pas de route. Et il a fallu que la province fasse de son mieux pour interconnecter les territoires. Et aujourd'hui, il y a possibilité, il y a facilité, n'est-ce pas, que les gens viennent. Mais ces gens qui viennent, n'oubliez pas que le code minier prévoit les artisanaux,
Les codes miniers aussi prévoient les industries et ainsi de suite. Et qui dit artisanal, il y a un SAIMAPE qui est encore toujours une branche du ministère des Mines, qui devrait organiser les artisanaux. Et dans les artisanaux, il y a à boire et à manger, parce que lorsque la guerre, n'est-ce pas, a subvenu à Bunia, tout ce qui était là comme chinois et ainsi de suite se sont vus, n'est-ce pas, versés dans la province du Haut-Uélé avec la même activité et ils se sont plus accrochés aux artisanaux. L'organisation des artisanaux est assez difficile puisque les artisanaux, pour eux, ils considèrent qu'ils sont des ayants droit. Peut-être dans leur tête, ils n'ont même pas de notion de code minier. Ils envahissent, ils s'amènent avec leurs partenaires. Et lorsqu'on est gouverneur, comme le gouverneur du Haut-Uélé, je croyais qu'on gouvernait les personnes, on protégeait les personnes et leurs biens, mais à chaque fois qu'il s'agit de problèmes d'or, on acquise facilement les gouverneurs, alors que lorsque les gens s'amènent ici avec des permis de recherche, avec des permis d'exploitation, puisque c'est géré au niveau central, on nous dise ce que nous devons faire et c'est ce qu'on a toujours fait. Parce que lorsque les cadastres miniers se met à vendre ou à aliéner les périmètres miniers, il ne les fait pas en concertation avec les gouverneurs. Il les fait d'ailleurs dans leurs bureaux climatisés. Ils en donnent à qui viendraient, n'est-ce pas, les solliciter les premiers. Et puis, aucun gouverneur refuserait qu'il y ait une initiative de développement ou d'investissement qui arrive parce que nous en cherchons. Et lorsque Camille nous envoie des papiers pour les artisanaux ou pour les entreprises minières, seigneurs, juniors ou quoi, nous les recevons. Et le code minier est supérieur au code foncier. Mais au-delà de ça, il y a des interférences politiques. Il y a des trafics d'influence de tous bords. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Aucun gouverneur ne peut fermer ses portes pour des gens qui viennent avec des activités. Oui, pourvu que ces activités soient licites. Et ces activités deviennent illicites lorsque, ce ne sont pas les gouverneurs qui délivrent les visas pour ces étrangers qui viennent ici. 2, ce ne sont pas les gouverneurs qui fabriquent des engins. Partout là où les engins, on les achète, ils passent par des voies, des frontières normales. Ce ne sont pas les gouverneurs qui interdiront, n'est-ce pas, à ces gens qui viennent avec des papiers permis d'exploitation ou de recherche, ils n'entreront pas dans les forêts. Non. Depuis plus de 10 ans, Kibali est seul sur le terrain, mais qu'est-ce qui bloque l'arrivée d'autres majors dans le secteur chez vous? Kibali n'est pas partout dans la province. Kibali, s'il s'est installé, c'est qu'il a trouvé quelque chose et qu'il est sédentarise et Kibali ne reste pas là par sentiment. Kibali est là où il a vu que non, il peut investir, il peut appeler, il peut mobiliser les fonds et il peut, n'est-ce pas, gagner. S'il y avait d'autres entreprises sérieuses, peut-être qu'elles sont là, et que malheureusement, elles ne savent pas entrer, d'autant plus qu'il y a ce que je vous ai dit, que les gens ont embrigadé le sol du Haut-Uélé. Il appartient à Camille de libérer ces carrés miniers. Ils sont pris par des gens, mais qui n'investissent pas pendant tout ce temps et qu'on n'applique pas les codes miniers jusqu'au fond. Je vis la ministre faire beaucoup d'efforts, mais elle avait des difficultés. Maman ministre des Mines, elle avait des difficultés parce qu'il y avait d'abord des problèmes au niveau de l'organisation des camis. Et dernièrement, on venait de libérer les camis. Je pense bien que la ministre a mené le contrôle des mines et puis elle a commencé une action d'assainissement de ces milliers-là pour libérer les carrés confisqués, je pourrais dire, parce que tous ces gens-là, qui ont pris des carrés miniers et qui ne payent même pas les droits sur la superficie, parce que le droit superficiel est payé à Camille. Donc, ça pose problème. Les jours où la Constitution va aussi décentraliser les mines, je crains que la province du Haut-Uélé soit autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui. Si on appliquait la Constitution, que les 40% de revenus soient retenus à la source, ça serait aussi déjà un pas. Vous, province minière, vous recevez une redevance minière, vous avez une quotité pour développer vos entités, mais ça n'aide pas au développement de votre province. La redevance minière, oui, elle est là. Cette redevance minière, je l'ai toujours défendue. Si on l'avait pris dans sa globalité pour le pays, parce que nous sommes un seul même pays. D'abord, je ne suis pas fier que je gagne cette redevance minière seule. J'aurais bien voulu que cette redevance minière soit
pris dans son ensemble pour tous les pays, mis dans une seule caisse, l'unicité des caisses de la redevance minière et redistribué à toutes les provinces. Je suis persuadé que chaque province, aucune n'aurait moins de 2 millions ou 3 millions de dollars par mois, j'insiste. Donc, s'il y a quelque chose que moi je peux amener comme un conseiller lointain du chef de l'État, j'allais lui chuchoter à l'oreille que non, président de la République, oui, la loi du pays dit ceci en ce qui concerne les codes miniers, que là où se trouve en fait l'investisseur, que sur les 100%, que les 50% aillent à Kinshasa, le 25% reste en province, que le 15% aille vers l'entité et l'ETD, ça c'est l'ETD, là où le trou d'exploitation se trouve, et 10% pour les générations futures. Il faut savoir qu'à un certain moment, notre pays a survécu grâce à l'EVA de l'Équateur, et ça a servi tous les pays. Aussi, à un moment encore, le pays a survécu grâce à Kilomoto. À autre moment, en fait, nous avons survécu ici grâce à la Gécamine. On n'a pas dit que non, tout ça ne servait qu'à un coin. Aussi, dans l'histoire, vous verrez qu'à Kinshasa, la vie de la nation a été basée sur la Miba. Et aussi, encore pas très loin, avant Mobutu, il n'y avait que le port de Matadi qui a aidé à ce que l'État puisse exister. Vous bénéficiez dans le haut et les de cette redevance, mais on ne la sent pas en termes de développement, en termes d'infrastructure dans votre province. Cher Eric, la redevance minière du Haut-Uélé, si vous, au niveau de Kinshasa, vous ne le ressentez pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans la marmite de gestion du pays. Allez poser la question au ministre Kazadi, quel est l'apport du Haut-Uélé dans le budget national. Et puis, revenez ici, dans la province du Haut-Uélé, pour comparer par rapport à avant. Comme ça, à ce moment-là, vous allez dire, vous savez, le développement, c'est un processus. Et puis, ce que nous avions fait, puisque ce développement aussi est surtout tributaire de voies d'accès. Nous avions mis beaucoup d'accent sur le désenclavement et qui a payé et qui continue, n'est-ce pas, à payer. Et je suis convaincu que la redevance qui est perçue par les Haut-Uélé, qui malheureusement n'est basé que sur un seul investisseur sérieux, un seul, qui est Kibali. Cette redevance, aujourd'hui, a porté un grand changement dans la province. Et les travaux que nous avions entrepris, c'est comme je vous ai dit, même pour le déploiement de matériaux électoraux, ça s'est fait en un jour dans toute la province du Haut-Uélé. Ça représente combien l'enveloppe de la redevance ? L'enveloppe de la dépense minière n'est pas linéaire. Lorsque nous avions commencé, il nageait entre 400 000 et 500 000 dollars. Aujourd'hui, c'est autour de 800 000 et difficilement ça atteint 1 million parce que la production n'est pas linéaire. Vous comprendrez déjà que les charges de l'État, rien qu'à ce qui concerne les charges contraignantes, ne permettraient même pas non plus que une province comme la nôtre qui a la superficie de 90 000 km². Alors, si notre seule et unique ressource serait Kibali et que les provinces dépendraient seulement de cette redevance, retenez qu'à ce moment-là, les économistes peuvent dire que non, notre PIB est nul. Est nul parce que le nombre de la population et la grandeur de la superficie de la province, nous ne pouvons pas être gérés avec les moins d'1 million de dollars. Mais nous avions fait des efforts, nous avions cherché à créer nos recettes grâce à notre façon de faire. Nous avions essayé d'organiser la régie provinciale des recettes et ça a donné des montants additionnels qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Le sirop d'aujourd'hui, j'insiste encore, est très différent du sirop d'il y a 5 ans, mais est-il que non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous ne pouvons pas croire qu'avec 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions de dollars, que nous allons directement développer cet espace si grand. Mais nous avons des projets très intégrateurs qui, n'est-ce pas, pouvaient comme ça booster l'économie de nos espaces. Et c'est là où j'ai toujours rejoint l'idée de ceux qui parlent de la Grande Orientale. La Grande Orientale en tant que province n'existe plus. Sur les plans politiques, je demande aux confusionnistes d'arrêter leurs associations sans but lucratif qui tendent à donner toujours la confusion que sur les plans politiques,
il faut encore s'associer et commencer, n'est-ce pas, à donner des orientations. Mais l'union fait la force, monsieur le gouverneur. Pourquoi vous refusez un rassemblement de ces 4 provinces? Non pas dans le sens de séparation, que chaque province, avec ses ressources, se réunisse politiquement pour savoir ce qu'ils doivent faire, sans interférer aux autres provinces. Ça serait une bonne chose. Si le plan économique, nous pouvons envisager, n'est-ce pas, des projets interprovinciaux, des infrastructures partagées. On a parlé du secteur minier, mais le secteur agricole est très peu développé. Pour quelles raisons? Le secteur agricole, encore une fois, je pense bien que les initiatives dans ce sens sont là. Mais ce secteur a des préalables. Et ces préalables, c'est encore et toujours la connectivité. Au-delà de la connectivité, il faut savoir que là où c'est qu'on produit, qui vont les consommer? Puisqu'on peut être un bon agriculteur quelque part, si vous aviez produit et que vous ne savez pas écouler, ça pose problème. C'est ainsi que la province a initié à l'interne une route dite le corridor oriental. C'est comme ça que les gens l'ont bien voulu toujours nommer. Mais nous avions souhaité avoir la tracée des routes qui ne dépendent plus de la cartographie ancienne. Et nous avions conçu ce projet d'une route à vol d'oiseau qui partirait de Aru jusqu'à Bumba, ferait que 930 km. Alors, cette infrastructure partagée partirait de la province de l'Ituri, en passant par les Hauts-Tuélé et Bas-Tuélé pour chuter dans la province de l'Équateur dans son ensemble, pour arriver au port. Et le port serait le port de Bumba. Et à partir de ces ports de Bumba, nous allions créer, n'est-ce pas, le marché qui irait pour desservir les grosses bouches de consommation qui sont à Kinshasa. Une fois que nous avons une telle infrastructure, ça permettrait à ce que les longs de route que nous ayons, n'est-ce pas, maintenant, des agriculteurs qui sont nombreux en Afrique de l'Est. Nous disons, nous traçons notre route, mais cette route-là, nous veillerons à ce que tout ce qui est plus lourd passe par les trains. C'est-à-dire, il a fallu que les trains partent de Aru jusqu'à Bumba. Et tout ce qui serait lourd passerait par le train. Alors, ce projet peut être évalué à combien, un projet de cette route importante dont vous parlez? Vous savez, cette route, pour la réaliser, nous avions souhaité, on aura des échanges. Je pense bien les nouveaux gouvernements qui arrivent va permettre à ce qu'il y ait une gestion avec une forte collaboration avec les provinces, mais aussi avec le privé pour des routes pareilles. Parce que la route telle que nous l'avions financée dans le sens des études en collaboration avec l'Office des routes, nous l'avions d'abord avant tout sectionnée. Sectionnée à 3 parties. La première partie partait de Aru jusqu'à Doko, là où il y a la mine. Aujourd'hui, pour arriver de Aru à Doko, c'est presque 200 km. Mais avec une route à vol d'oiseau, on a imputé déjà 65 km. Ça deviendrait 135 km. Et ces 135 km, nous étions déjà aux environs de 225-230 millions de dollars. C'est pas de l'argent qu'il faut attendre que non qu'on les mobilise pour faire la route. D'ailleurs, pour construire des routes, il n'est pas ici question de mobiliser tout l'argent pour commencer. Les routes s'auto-construisent. Il est ici question de connecter un projet à une taxe bien connue et qui fait que les brigades puissent, n'est-ce pas, se mettre en œuvre pour l'ouverture de la route. Nous avons l'échantillon de cette route que nous avions fait 20 km à vol d'oiseau. Un tel projet aiderait toutes ces provinces que je suis en train de citer à booster leur agriculture, à devenir des provinces de production. Aujourd'hui, quelles sont les principales sources de recettes de votre province? Il y a les mines, mais il y a aussi les activités de commerce général, tel que ça s'est fait. Et en ce qui concerne l'exploitation de bois, c'est très abusif. J'aurais un pouvoir absolu, j'allais interdire même l'exploitation de bois dans la province. Parce que c'est sur base de cette exploitation de bois que nous avons comme conséquence des mauvaises routes. Et ces bois, c'est toujours et souvent d'ailleurs volé tout simplement parce que c'est des exploitations qui sont difficiles à réglementer. Mais au-delà de ça, pour multiplier les activités ici, je viens d'en donner, n'est-ce pas, une solution. Cette route-là qui irait, n'est-ce pas, de Aru à Bumba, ferait que le nord, tous les nords ici, contribuent au-delà de ce qu'on croit. Une province comme la nôtre
nôtre n'est pas en compétition avec soit les Lualaba ou Lubumbashi. Plutôt, nous faisons ce qu'on appelle une complémentarité. On n'est pas en compétition. Si je peux parler de la deuxième taxe, c'est Foner. J'ai toujours insisté que l'argent de Foner qui sortirait de la route là, qui va de Aru vers Doko ou qui viendrait, qui passerait ici pour continuer, cet argent-là de Foner ne devait pas aller être géré à Kinshasa. Cet argent devait aider à ouvrir cette unité de production, qui est cette route, et nous aurions à avoir cette route à moins d'une année. Je dis bien moins d'une année parce que c'est beaucoup d'argent. Et l'argent de Foner ici, je ne vois pas ça dans le péage d'abord. Je le vois d'abord dans la quantité par mètre cube qui sont consommés ici et qui serviraient automatiquement à ouvrir cette route. Parce que une telle route allait ouvrir le tourisme, ça va booster l'agriculture. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Christophe Baziné-Nanga, le gouverneur de la province du Haut-Uélé. Avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, pendant les fêtes de fin d'année jusqu'à ce jour, les prix de plusieurs denrées alimentaires de première nécessité ont été revus à la hausse. Il s'agit notamment du riz. Le sac de 25 kg est passé de 66 000 à 73 500 francs congolais. Celui de la semoule varie entre 44 et 56 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kg est passé de 15 000 à 17 500, voire 18 000 francs congolais. Le sac coûte 158 000 francs congolais au grand marché de Kinshasa. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 et 28 500 francs. Les prix des vivres frais ont aussi été majorés. Une tenancière d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa nous en parle. Le carton des poissons salés coûtait 62 $. Actuellement, il est à 65 $. Un carton de côtisses de porc coûtait 68 voire 80 000 francs congolais. Actuellement, nous l'achetons à 110 000 francs congolais et nous le revendons à 115 000 francs congolais. Un carton de chinchard 20 plus coûtait 80 000 francs congolais. Présentement, nous l'achetons à 95 000 et nous le revendons à 100 000 francs congolais. Le carton des poulets non emballés était à 22 $. Actuellement, il coûte 25 $. Nous le revendons à 26 $. Nous n'avons que 1 $ de bénéfice. Les cuisses de poulet coûtaient 19 $ le carton. Pour l'instant, le carton coûte 21 voire 22 $ américains. 1 kg de côtisses de porc coûte 12 000 francs. 1 kg de pieds de porc coûte 5 800 francs congolais. Celui des tripes revient à 7 500 francs. Celui de foie est à 5 500 francs congolais. Un poulet varie entre 10 500 et 14 000 francs congolais, c'est selon le poids. 1 kg de poisson malois est à 11 000 francs. Les gésiers, les ailes de poulet et les croupions, communément appelés dindons, sont devenus rares pendant cette période. Eric, en dehors du grand marché, nous nous sommes aussi rendus au marché Apollo, au port à Kingabwa. Malheureusement, la montée des eaux du fleuve paralyse en grande partie les activités commerciales de ce coin. Les vendeuses des poissons fumés et autres produits en provenance de l'Équateur par exemple et des Kisangani ont vu leur étalage se couvrir. Du coup, les prix ont basculé. Un tas de poissons mungusu, par exemple, qu'on pouvait acheter à 5 000 francs, coûte 25 000 francs congolais. Celui de Nzombo varie entre 30, 50 et 100 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo d'arachide revient à 10 000 francs. Un sac de maïs varie entre 170 et 190 000 francs congolais. Une mesurette ou copeaux de haricots varie entre 3 000 et 4 500 francs congolais. Au marché Matadi Kibala, nous avons constaté qu'un tas de bananes planta qui coûtait 10 000 francs pendant les fêtes de fin d'année est revenu à 5 000 francs. Un filet d'oignon varie entre 98 et 100 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs. Un tas de piments varie entre 500 et 5 000 francs congolais. Un ananas est vendu à partir de 2 000 francs. Un tas de mangoustons se vend à partir de 3 000 francs. Celui de safou coûte 2 000, 3 000 voire 5 500 francs congolais. Une botte de ciboules se négocie entre 500 et 5 000 francs congolais. Le panier coûte 40 voire 60 000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, monsieur le gouverneur, rapidement, quelques questions avant de nous quitter. L'aéroport d'Isiro est délabré, mais votre priorité, c'est l'aérodrome
dans votre village. Pourquoi? C'est un aéroport de 2600 mètres. Cet aéroport était le moins fréquenté il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en parle parce que grâce à ce que nous avions fait et qui a fait que le nombre de rotations des avions commence à venir. Et puis, l'aéroport du Siro, oui, on l'appelle l'aéroport du Siro par rapport à la moindre rentabilité. On l'appelle l'aéroport du Siro, mais lorsqu'il y a l'argent, c'est l'aéroport de RVA. Donc, sa gestion, à ce qui concerne l'argent, c'est RVA. Et lorsqu'il y a des problèmes, on dit l'aéroport du Siro. Nous avions fait des efforts pour que cet aéroport soit ne fût-ce que ou donne l'image que ça donne aujourd'hui. Il y a 3 ans, nous étions très avancés avec ou 4 ans, avec l'ex-DG Bilingue, où il était prévu qu'on vienne faire le même travaux qu'on a fait à Kalemi, mais aussi les bons travaux qu'on a fait à l'aéroport de Goma. Ce qui concerne les autres acquisitions, lorsque nous sommes venus, nous avions été avec le ministre de l'Industrie. Nous avions une idée que moi-même d'ailleurs j'avais amenée parce que le point d'entrée principal aujourd'hui de la province par rapport à notre limite Néritour s'appelle Beau. Nous avions initié un projet pour que Beau devienne, n'est-ce pas, la zone économique. Cette zone économique, le ministre de l'Industrie m'avait même dépêché une délégation qui est venue pour qu'on puisse voir comment on pouvait réunir les conditions de façon qu'il y ait une zone économique qui allait prendre à ce moment-là en compte l'Ituri, la province du Haut-Tuélé. Et nous avions initié les travaux qui ne sont pas arrivés à la fin à cause des accusations de collègues politiciens qui estimaient que non, on ne pouvait pas avoir l'aérodrome là-bas. En ce qui concerne mon village... Tu as dit que vous vouliez construire un aéroport dans votre village pour permettre à votre frère Corneille Nangaa, qui est rebelle, de venir entrer en RDC par là. Non, c'est faux. Tant que moi je suis gouverneur ici, il n'y aura jamais de telles aventures qui se permettraient d'endayer ma population. Jamais, alors archi faux, et ça ne pourra jamais se faire parce que le travail que nous avions, n'est-ce pas, abattu dans la province, créer une conscience d'un amour particulier des enfants du Haut-Tuélé par rapport à leur province. C'est peut-être une première qu'on dise que non, un rebelle vient du Haut-Tuélé. Il est vrai que M. Corneille Nangaa, l'ex-président Asseni, est un frère du sang. Je dis bien du sang parce que nous sommes non seulement d'abord même père et même mère, mais aussi que je viens directement après lui. Mais il n'en est pas ainsi que non parce que lui a pris un chemin que nous tous nous sommes ensemble. Non, ça, ce sont les gens qui estiment que non, c'est le moment de mélanger tout. Parce que si nous avions le même chemin, je ne serais pas allé aux élections. Si nous avions le même chemin, on ne voterait pas le chef de l'État dans son propre village, y compris son père, n'allait pas voter le chef de l'État. Si nous étions dans un même chemin, notre papa, qui est un chef émérite, parce qu'il a laissé le pouvoir finalement à son autre aîné, ne serait pas à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État quand il est passé pour la propagande ici. Tel que je suis allé aux élections, ces élections pour lesquelles d'ailleurs lui ne croyait pas, alors que lui disait que non, il n'y aurait pas élection. Nous sommes allés, nous avons un chef d'État élu. Mais est-ce que vous êtes en contact avec votre frère Corneille Nangaa? C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas quel genre de téléphone, quel genre de contact dois-je avoir avec lui. Et lorsque je me mets à dire à ses frères qui sont ici que non, faites un effort pour conscientiser, n'est-ce pas, notre frère à pouvoir nous rejoindre. Quand on dit que les gens nous rejoignent et que les gens vont interpréter que non, voilà, ils sont en contact. Qui n'a jamais souhaité que n'importe qui soit égaré revienne à la raison? Et même, je suis convaincu que non, quel que soit son état aujourd'hui qu'on appelle rebelle, c'est un fils du pays qui a comme président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, cette province, nous l'avions gérée pendant 5 ans et il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de telles choses. Aujourd'hui, ça attire l'attention de tout le monde. Et moi, je demande aux services de nous aider à renforcer encore davantage la sécurité. Et ce que nous faisons déjà, c'est beaucoup parce que nous constituons cet apport-là que non, ça ne passera jamais par nous. Et nous collaborons avec les services pour parler de menaces, pour faire ceci. Nous avons un conseil
sécurité chaque mardi et voire même par moment des conseils de sécurité extraordinaires. Nous félicitons Kinshasa d'avoir envoyé enfin aussi beaucoup de renforts, ce qui est bon parce que nous étions comme dégarnis. Vous savez, les Mbororo et bien beaucoup d'autres bédas qui sont vraiment dans nos murs et finalement nous trouvons la réponse. Nous sommes très contents. Mais comment expliquer que vous travaillez avec les collaborateurs de votre grand frère Corneille Nangaa? D'abord, qui connaît ses collaborateurs? Je ne sais pas. Votre conseiller juridique, c'est son conseiller juridique. Je ne sais pas qui l'a nommé ainsi. Lorsqu'il s'est agi, rien que de la création de son parti politique, mes frères qui travaillaient dans mon cabinet, qui s'étaient affichés comme tels avec lui, je les ai mis à la porte. Une chose est de dire que non, voilà, je travaille avec ces collaborateurs, mais une autre chose aussi de comprendre ma situation. Je suis Christophe Basséane Nanga, fils de Nanga. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut? Que je change de nom parce que mon frère est allé vers la rébellion. Je pense bien que ce que je suis en train de faire est déjà suffisant. D'abord pour garantir à la famille que rien ne nous arrivera parce que le chef de l'État ne nous a pas vomi, et puis le chef de l'État n'est pas celui-là qui va en guerre pour la guerre. Non. Le chef de l'État, les fractions est individuelle. Les services sont ici. Les services n'ont qu'à établir ces liens. Et puis, pas de liens fabriqués. Parce que je vois très mal que j'ai 2 mètres. Ça se saura facilement. Il y a aussi cette accusation du PCA de Camille qui a dit clairement que dans le OULé, il y a des entreprises qui sont comme la 5e colonne. Le PCA de Camille, je pense que c'est lui qui est beaucoup plus à l'intérieur de la gestion de mines que moi. Moi, en tant que gouverneur, c'est pas moi qui délivre que soit les documents des mines. Les mines sont plus à sa gestion, mais qui ne fasse pas de raccourcis. Était-il en train d'insinuer que c'est Kibali? Moi, j'avais déjà dit que je n'osais pas croire que Kibali puisse être, n'est-ce pas, cette entreprise-là, parce qu'il y a que l'unique entreprise. Bon, si c'est dans les artisanaux, c'est encore toujours Camille qui sait nous dire qu'il y a telle ou telle autre chose. Malheureusement, il a parlé un peu à l'air. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que nous n'existons que parce que celui-là est allé là-bas. Non, la famille existait déjà avant la rébellion. La famille avait toujours été active sur les plans de commerce ou des activités de survie. Est-ce que vous soutenez la revendication de votre frère Corneille Nangaa qui réclamait son carré minier à Zanikodo de la province de l'Ituri? Bon, je sais que vous voulez me tirer quelque chose de mon nez. Si sa revendication est juste, il n'y a que ceux qui connaissent cela qui pouvaient dire que non, c'est bon ou c'est mauvais. Quand bien même il serait juste, ce n'était pas un motif pour qu'il aille faire la rébellion. Vous avez dénoncé des irrégularités par rapport au processus électoral. Plusieurs organisations, plusieurs personnes ont rejeté. Les irrégularités, j'en ai parlé, et c'est vrai, ces irrégularités se sont passées ici dans la province. Et ceux qui les rejettent, de toute façon, ne seraient pas les mêmes qui ont fait et qui vont dire que non, ils ont agi ainsi. Il a fallu que l'on voie les personnes les plus importantes aussi invalidées par le président Kadima pour que, en fait de compte, on sache qu'il y avait des choses. Et même ceux-là qu'on a invalidés, personne jusque-là est passé pour dire que non, effectivement, ils avaient ce qu'on leur reproche. Il y a quelque chose qu'on a mis, que le président Kadima a dit qu'il a mis cette intelligence artificielle qui montre les agissements de tout un chacun. Ce qui fait de lui aujourd'hui un héros vivant. Il a accepté de moraliser la vie politique. Est-ce que vous allez vous rempiler comme gouverneur de la province? Vous savez que, en tout cas, personne n'est indispensable. Mon souhait aurait pu être, si cela m'est permis, de rempiler, mais ce n'est pas obligatoire. Je suis utile même pour n'importe quel poste, à condition que non, je joue ma partition parce que je n'ai pas été créé pour être seulement gouverneur. Je peux être un chauffeur. J'ai conduit très bien le bus Trasco. Lorsque le chef de l'État nous a envoyé ici 11 bus, je suis monté sur un bus et je disais à ma population que non, à défaut d'être gouverneur, je peux devenir chauffeur de ce bus. Et puis j'ai conduit le bus d'ici jusqu'à 150 km à Mambati, en aller-retour 300 km. Donc,
on est là, nous avions la maîtrise de la province telle que nous l'avions, n'est-ce pas, conduit pendant 5 ans. Si la province a besoin de nous, nous sommes disponibles. Si je ne serais pas gouverneur, je serais au moins quelqu'un ou une personne de cette province, et pourquoi pas pour le pays, pour donner, n'est-ce pas, le peu que moi je peux, n'est-ce pas, donner pourvu que le pays aille de l'avant. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas ni le premier gouverneur, moi encore le dernier gouverneur. Si cela m'est donné et donc je rempile, je dois avant tout d'abord bénéficier de la conférence du chef de l'État. Parce que si ça n'est pas ainsi, ça ne sert à rien. Si j'ai la conférence du chef de l'État, oui. Ensuite, la conférence des députés provinciaux tels qu'ils sortiront. Et enfin, et surtout aussi, la conférence du peuple, parce qu'il est difficile de gouverner un peuple qui, n'est-ce pas, ne se retrouve pas en vous. Voilà. Je rappelle que notre invité, c'était M. Christophe Baziane-Nanga, le gouverneur de la province du Haut-Uélé. M. Christophe Baziane-Nanga, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi économique. Merci beaucoup, M. Eric. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission également sur notre page Facebook, Jeudi économie avec Eric Kambago. À très bientôt.